Les rats et les souris sont clairement les animaux les plus utilisés dans la science. 111 millions chaque année, rien qu'aux États-Unis. On leur a tout fait. Les envoyer dans l'espace, modifier leur ADN pour les rendre phosphorescents, ou les faire grandir avec une oreille humaine sur le dos. Mais dans tout ça, leur cerveau est ce qu'il y a de plus fascinant. Il est très proche du nôtre dans sa structure et ses fonctions, même meilleur par certains aspects. Les rats sont un peu des mini-nous. Voilà pourquoi très tôt, on les a utilisés pour mieux comprendre nos comportements sociaux. On les a mis dans des situations immorales qu'on n'aurait jamais pu tester sur les humains afin de savoir comment on aurait réagi. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Mousetopia, les utopies sont-elles des enfers? Imaginez un monde sans guerre, sans argent, où tout le monde aurait un toit et mangerait à sa faim. C'est beau, mais est-ce que c'est souhaitable? C'est ce qu'a voulu savoir un scientifique en construisant l'Univers 25, un espace géant sur plusieurs étages où 4 couples de souris auraient tout ce qu'elles auraient toujours rêvé pour vivre. Ça aurait dû être le paradis, ça sera une longue descente aux enfers. Au début, tout se passe bien. C'est la belle vie et la population double tous les 2 mois. Au jour 315, premier ralentissement. Au jour 560, on atteint 2200 souris, le pic avant l'inexorable chute. Le pire, c'est qu'il y avait encore de la place dans les étages. On était à 58% des capacités de la cage et aucune pénurie à l'horizon puisque tout était illimité. Pour une raison étrange, les souris préféraient s'agglutiner dans les zones centrales où la densité s'accroissait dangereusement. Le niveau d'interaction sociale était tel que bientôt, tous sombrèrent dans la folie collective. L'ultraviolence devint la norme. Une classe de souris alpha s'imposera, très agressive, martyrisant les mâles bêta, violant les femmes et dévorant les bébés. Sans d'ailleurs que ça n'émeuve ces mères qui finirent par totalement délaisser leur instinct maternel. Mais de ce chaos émergera une nouvelle classe de souris, les Beautiful Ones. Elles vivaient dans les étages supérieurs, en petits groupes, loin de la masse. Elles toilettaient longuement leur pelage parfait, sans aucune cicatrice de conflit. Les Beautiful Ones avaient en fait renoncé à toute contribution à leur société. Pas d'exploration, pas de protection, pas de marquage de territoire, pas de maternage des petits, pas d'accouplement. Elles vivaient sans autre but que jouir de l'instant présent. Et puis ce qui devait arriver arriva. La dernière Beautiful One mourut, sans descendance, c'était la fin de l'expérience. Cette conclusion est plutôt étonnante, parce qu'avant de passer de 2000 à 0 souris, il devrait y avoir une phase d'autorégulation, un retour à la situation idyllique des débuts. Pourquoi alors ces comportements ne sont pas revenus à la normale? Pour vérifier ça, les expérimentateurs ont isolé des petits groupes de l'Univers 25 dans une nouvelle cage, moins peuplée et mélangée à des souris qui n'avaient pas connu l'utopie. Devinez quoi? Chacun gardait son rôle. Les scientifiques ont appelé ça un cloaque comportemental, un point de non-retour dans la psyché des individus. On est dans les années 60 au moment de l'expérience. Autant vous dire qu'avec une telle conclusion, ça a été politiquement récupéré. Communisme, fornication, surpopulation, c'était les grandes peurs de cette époque. À l'étude de conclure que trop de confort et trop de paix tuent l'âme des sociétés. Encore aujourd'hui, l'Univers 25 est pris en exemple pour alerter sur la décadence de l'Occident ou fustiger les hikikomori, des jeunes japonais qui vivent reclus dans leur chambre, ayant renoncé au sexe, au travail et au monde extérieur. Après, si ça peut vous rassurer, le scientifique à l'origine de l'étude avait prédit l'extinction de l'humanité pour 2026. Il semble qu'on en est loin. Vous l'aurez compris, les conclusions de l'étude sont sujettes à débat. Pour d'autres scientifiques, c'est la mauvaise organisation de l'espace qui est la cause de cette débâcle. L'Univers 25, mis à l'échelle humaine, c'est un immeuble de 60 mètres carrés, 16 étages, avec 3000 personnes à l'intérieur, sans aucune individualité, sans autre loisir que manger et boire. Comment vous réagiriez dans une telle situation? Une stat, pendant le confinement, les violences conjugales ont augmenté de 30%. Ouais, qu'on soit homme ou souris, l'enfer, c'est les autres. Diving Rats, les classes sociales sont-elles figées en nous? Prenez 6 souris, elles sont dans une cage spéciale où elles peuvent vivre tranquillement, mais pour se nourrir, elles doivent plonger dans l'eau et traverser un long couloir immergé. Une fois de l'autre côté, elles pourront prendre leurs morceaux de croquettes, mais vu qu'elles n'ont pas pied, elles sont obligées de retourner en arrière et manger leur récompense dans la zone de départ. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Premier constat, seules les souris les plus courageuses osent s'aventurer dans le tunnel aquatique. Dans la logique, est-ce qu'elles vont devenir des leaders et coopérer pour aider les plus trouillardes ou les laisser mourir de faim? Aucun des cas. Les plus courageuses se font juste bolosser. À leur retour du tunnel, elles se font voler leurs croquettes. Bonne poire, elles recommencent, mais à chaque fois c'est pareil. Et ce jusqu'à ce que tout le monde soit bien rempli et que les courageuses puissent enfin manger en dernier.
Le phénomène travailleuse-voleuse est systématique dans tous les tests. Sur 6 souris, une moitié transporte la nourriture, l'autre lui vole, ça varie pas. En affinant, on peut même voir des sous-groupes émerger. 2 dominants qui volent, un souffre-douleur qui coopère avec les dominants mais récupère les miettes, 2 soumis qui vont chercher la nourriture pour se la faire voler, et un autonome qui arrive à la garder. Dans les années 40, une expérience similaire avait été menée avec 3 souris et une seule croquette. Au bout d'une semaine, chacun avait aussi son rôle, dominant, challenger, soumis. Et ça restera comme ça, à jamais, dans la cage. Une classe sociale s'est formée. Mais quelle en est la cause ? Est-ce qu'on est génétiquement déterminé à tomber dans l'une ou l'autre des classes ? En quelque sorte, oui. Les scientifiques ont construit un modèle pour anticiper la classe qu'aura une souris, basé sur 3 axes. Quel est ton niveau d'anxiété, de faim et de force ? On pourrait penser que les souris bleues sont plus intelligentes, mais en réalité, c'est plutôt qu'elles sont faibles et cèdent plus vite à la faim, cherchant donc des solutions. A contrario, avoir peur d'entreprendre, résister à la faim et être fort te place chez les dominants voleurs. Autant vous dire que cette expérience a été reprise politiquement. J'ai lu des gens qui la comparaient au roman Atlas Shrugged, un des classiques de la littérature américaine. Ça part d'un pitch très libertarien, un monde où les entrepreneurs se font exploiter par l'État et les classes populaires, décidant de faire grève. Ils s'isolent entre eux, détruisant leur entreprise et laissant la masse vivre sans eux, ce qui amène à l'écroulement de la société. Ok, et si on testait cette hypothèse avec les souris ? Mettons 6 entrepreneuses juste entre elles et 6 voleuses à part. On s'attendrait à ce que les souris entrepreneuses forment un groupe uni, empathique, où chacun partirait prendre sa propre part, vu qu'elles savent toutes nager. Alors que de l'autre côté, les souris voleuses se laisseraient mourir de faim, car juste bonnes à voler. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les groupes se sont reformés comme avant. Franchement, les différences sont minimes. Chez les voleuses, il a fallu attendre 1h30, ce qui est long, avant qu'une souris se décide à plonger. De seulement finir par être transporteuse pour 4 voleuses. Le plus effrayant là-dedans, c'est quand on dissèque le cerveau de ces souris ayant vécu de longues périodes de domination. La chimie de leur cerveau a été modifiée jusqu'à l'expression de leurs gènes. Le pire, c'est que ça peut aller jusqu'à l'hérédité, comme on va le voir dans une prochaine partie. La possibilité qu'on puisse transmettre à sa progéniture des gènes de dominés. Un véritable darwinisme social. Autant vous dire qu'appliquer ça aux humains est très très dangereux. Heureusement, on sait en psychologie que la génétique joue un rôle bien moindre chez nous que chez les animaux. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'un conditionnement se construit très rapidement, dès le plus jeune âge, dans les écoles. Dans les classes, il y a forcément un enfant plus doué, plus populaire ou plus fort en sport, ce qui conduit à une hiérarchie et une adaptation par le groupe. C'est dangereux, parce qu'un enfant qui prendrait le rôle de pitre et de cancre risque de garder ce rôle toute sa vie. Inversement, si un enfant est fort en maths, il sera vu comme la référence en la matière et développera ses compétences plus rapidement que les autres. Il aidera un petit groupe qui formera une élite dans la matière. C'est pour ça que certains professeurs des écoles agissent directement en réassignant les rôles. Ils essayent de donner aux cancres des rôles positifs, difficiles, qui les challenge. Et au contraire, aux plus doués d'être un peu dévalorisés, pour éviter les assignations précoces, que tout le monde puisse être en égalité. C'est pas un peu moralement limite ? Surtout que ça fait des dégâts, les hauts potentiels étant ceux avec le plus de risques d'échec scolaire, car bridés par le système. Autant vous dire que c'est pas avec une vidéo YouTube qu'on va régler ce problème insoluble. Rat Park, comment la drogue nous exclut de la société ? La drogue, c'est mal. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Y toucher une fois, c'est devenir un crackhead et finir en bas de l'échelle sociale. Votre maman vous a forcément dit ça, mais est-ce que c'est vrai chez les souris ? Mettez-en une dans une boîte avec un bouton pour de la nourriture et une autre pour une dose d'héroïne. Résultat, la souris passe son temps à se défoncer, oubliant de manger, jusqu'à se laisser mourir. C'était prévisible ? Pas tant que ça. Un doute s'installe parmi les chercheurs. Et si c'était moins la drogue que l'environnement qui participait à l'addiction ? Ils ont donc refait la même expérience avec non pas une, mais plein de souris, dans un grand parc avec plein de jouets. D'un côté, un distributeur d'eau, et de l'autre, de la morphine. Eh bien, figurez-vous que les souris ont préféré jouer et boire de l'eau. Elles prenaient un peu de morphine, mais pas très fréquemment, en petite quantité, juste pour triper. Alors, peut-être que c'est le goût de la morphine, ou qu'elles ont peur de la substance. Pas de souci, pendant 2 mois, on a mis de la morphine dans l'eau de ces souris pour les rendre addictes. Puis on les a remis dans la cage avec plein de gens, plein de jouets,
et un distributeur de morphine. Résultat, elles sont retournées vers l'eau pure et avec le temps, elles se sont sevrées. C'est fou, hein? Bien que la dépendance soit un phénomène biologiquement réel, l'environnement joue un rôle tout aussi primordial dans les mécanismes d'addiction. Une expérience qui a changé durablement la façon d'aborder les traitements psychiatriques. On ne soigne pas les gens addicts en les enfermant seuls. Il ne faut pas les isoler, pas les traiter comme des déchets de la société. C'est la meilleure façon pour qu'ils restent au fond du trou. Il en est de même pour les traitements de la dépression. Il faut tendre une main bienveillante aux malades. On a fait ce test en noyant des souris. Plus vite elles se laissaient mourir, plus c'était corrélé à leur niveau de dépression. Alors, juste avant qu'une souris dépressive se noie, les chercheurs la sauvent, la calment et la sèchent. Ils la remettent ensuite dans l'eau et, surprise, elle regagne espoir. Elles savent qu'elles peuvent s'en sortir et tiennent tout aussi longtemps que les non-dépressives. Bon, par contre, cette fois, les chercheurs ne la sauveront pas. L'espoir fait vivre, oui, mais pas la cruauté humaine. La peur est-elle dans nos gènes? Vous sortez de la muscu, il fait nuit noire et soudain, quelqu'un se fait agresser de l'autre côté de la rue. Allez-vous intervenir? Et si oui, le feriez-vous par conditionnement culturel ou est-ce que c'est dans votre nature humaine de coopérer? Beaucoup d'expériences montrent que c'est naturel chez les souris. Lors d'une expérience, on en met une face à 2 boutons, le premier donne du chocolat, le second sauve une souris électrocutée juste en face de lui. La souris, en voyant son pote souffrir, va devenir hyperactive et chercher un moyen de la sauver. Ce n'est qu'après l'avoir délivrée que la souris ouvre la boîte à chocolat et partage ça avec son ami rescapé. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce qui se passe si on enlève à la souris son stress avec des anxiolytiques? Le résultat est effrayant. Elle s'en fout. Elle mange son chocolat avec pour spectacle son pote en train de se faire griller. Pas une seconde, elle ne cherche à le sauver. En réalité, on ne sauve pas les gens par empathie, mais pour arrêter la source de notre propre peur. C'est pour soi-même qu'on sauve les autres. Or, dans un pays comme la France, top 1 consommateur d'antidépresseurs, ce résultat est effrayant. Ceci dit, si l'absence de stress peut causer les problèmes qu'on vient de voir, trop de stress c'est encore pire. Des scientifiques ont conditionné des souris à avoir peur de l'odeur des fleurs de cerisier. Dès qu'elles sentaient l'odeur, on donnait un choc électrique. À force de la répéter, elles ont associé l'odeur à la douleur. Ce qu'on a remarqué de fou, c'est que leur descendance aussi avait peur des fleurs de cerisier, alors qu'elles n'y ont jamais été exposées. On peut se dire que c'est les parents qui ont éduqué leur enfant, mais même pas. On a séparé les nouveau-nés dès la naissance, et une fois à l'âge adulte, sans leurs parents, on a mis de la fleur de cerisier et elles stressaient. Ce que les scientifiques ont découvert, c'est que la peur ou un traumatisme était transmissible par l'ADN. Il y avait une baisse de méthylation de certains gènes et une augmentation des récepteurs M71 liés à l'acétophénone, l'odeur de fleurs de cerisier. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé au chat qui avait peur des concombres, en me disant que c'était peut-être en lien avec une peur ancestrale des serpents. J'aime bien l'idée, mais ça n'a pas été prouvé. Ce qui a été prouvé par contre, c'est que les biches ont peur de la couleur blanche et qu'elles se faisaient statistiquement moins écraser par ces voitures. Darwin lui-même est arrivé à cette conclusion du traumatisme héréditaire en voyant son fils effrayé par les animaux du zoo. Darwin, naturaliste, qui a passé sa vie à se confronter à des bêtes féroces, ayant ressenti maintes fois la peur, l'avait-il transmis à ses enfants ? On a fait des tests sur l'arachnophobie avec de vrais jumeaux et qu'importe les différences qu'ils ont connues dans leur vie, si l'un avait peur, l'autre aussi. On a testé ça sur 173 jumeaux en analysant leur ADN et bingo, il y a bien des peurs qui peuvent s'inscrire dans nos gènes. Ça pourrait expliquer certaines phobies ou pathologies chez les descendants de familles ayant connu la famine, le terrorisme ou l'Holocauste. Par de tels crimes, c'est toute une lignée qui a été condamnée. Maintenant, ok, tout au long de la vidéo, on a parlé de souris et aussi proche soit-elle de nous, on n'est pas pareil. Il ne faudrait pas faire d'anthropocentrisme, à savoir calquer des sentiments humains sur des comportements animaux. Mais ça serait tout autant une erreur de se croire infiniment supérieur. On a beau envoyer des fusées sur la Lune et maîtriser l'atome, nous restons de grands singes imberbes, guidés par notre nature plus que de raison.